et bienvenue à Espace Lémana pour cette nouvelle conférence sur l'Ukraine, parce que l'Espace Lémana avait déjà organisé un débat, une conférence au mois de novembre avec un monsieur qui est donc enseignant et chercheur en géopolitique à Bruxelles, qui est M. Nicolas Petrosvotroni, et avec lequel le débat fut assez rude et d'un très haut niveau grâce aux intervenants qui étaient là ce jour-là. Alors, c'est un débat qui est d'autant plus important aujourd'hui que il semble qu'on s'achemine vers un espèce de conflit de basse intensité, un peu comme ce qui se passe ailleurs dans le monde, et comme c'était perpétré, et comme tous les jours on entend, il y a des morts en Irak, des morts en Syrie, des morts en Palestine. On ne fait même plus attention au fait qu'il y a des morts en Ukraine et que la lutte continue, et qu'en réalité, ce qui se passe en Ukraine a été amorcé il y a fort longtemps, depuis que les États-Unis d'Amérique ont décidé d'étendre l'Union européenne jusqu'au pouvoir de la Russie pour gêner jusqu'au dernier retranchement de cette Russie qui aurait voulu garder un peu son autonomie politique. C'est d'autant plus important que, comme ça a eu lieu en Syrie il y a 1 ou 2 ans, au moment de l'histoire des armes chimiques, à chaque fois, on est extrêmement proche d'un conflit nucléaire latent, subliminal qui nous menace. Et donc, c'est maintenant M. Zelensky qui va commencer à dresser le tableau de ce qui se passe actuellement en Ukraine et qui va modérer le débat. Et ensuite, prendront la parole Mme Monika Kabrowska, qui revient d'un long périple de plusieurs semaines dans 10 pays d'Europe orientale. Et ensuite, M. Georgi Shepelev, qui va nous entretenir plus profondément de la question de des applications avec l'Ukraine. Je vous remercie. Voilà, bah écoutez, bonjour. Et oui, donc je vous présente nos 2 intervenants. Donc Monika Kabrowska, qui est une militante polonaise de plusieurs organisations politiques, de femmes, etc., et qui s'occupe beaucoup d'Europe de l'Est, mais ce qui ne lui a pas empêché d'être récemment au Forum social de Tunis, et donc qui fait le lien entre, disons, le monde arabe et l'Europe centrale et orientale, puisqu'elle a réussi à faire venir des Tunisiens pour les cérémonies du premier anniversaire du massacre d'Odessa. L'inverse, des Ukrainiens, pardon. Non, des Tunisiens qui sont venus à Odessa. Non. C'est des Ukrainiens qui sont venus à Tunis. Alors d'accord, le lien a été établi. C'est l'essentiel. Donc elle va vous parler de ça. Et puis Georgi Shepelev, qui est enseignant à l'INALCO, mon coordinateur de la comité citoyen pour la paix en Ukraine. Citoyen pour la paix en Ukraine, et qui donc a mené plusieurs activités, continue à mener plusieurs activités dans le public français qui ne connaît pas grand-chose sur ce qui se passe en Ukraine, vu la teneur des médias dont vous avez tous en général accès, sur lesquels vous avez accès, et qui ont tendance à répéter toujours la même chose. Alors bon, sans rentrer dans le détail de tout ce qui se passe en Ukraine, parce qu'en fait, quand on parle de l'Ukraine, il faudrait revenir parfois 1000 ans en arrière, dans la mesure où le conflit qui a lieu en Ukraine est aussi un conflit d'une certaine façon identitaire, qui pioche énormément dans l'histoire des éléments très contradictoires, qui, disons, ne sont pas importants pour un public occidental a priori, mais qui, comme ils sont tellement exploités, génèrent des identités tout à fait contradictoires. Alors, sans rentrer dans le détail, quand même, je rappellerai une chose qui me semble essentielle, c'est que quand l'Ukraine est devenue indépendante en 1991, elle avait les frontières qui lui avaient été accordées à l'époque soviétique à différentes étapes du développement de l'Union soviétique, et ces frontières résultaient, si je puis dire, d'un certain compromis que différents dirigeants soviétiques, Lénine, Staline, puis Khrouchtchev, avaient fait en fonction, disons, d'une situation qui partait du principe que l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Donc, bien entendu, les habitants de l'Ukraine, qu'ils soient, comme on dit aujourd'hui, ukrainophones ou russophones, se retrouvaient toujours à l'intérieur de l'Union soviétique, et donc les frontières de l'Ukraine en soi ne leur posaient pas de grands problèmes. La question, évidemment, on l'a vu d'ailleurs en Yougoslavie, c'est la même chose, les frontières, tant qu'elles sont intérieures
ne posent pas de grands problèmes. Lorsqu'elles deviennent des frontières internationales, elles commencent évidemment forcément à poser de grands problèmes. Et l'Ukraine a en particulier ce problème fondamental qui est qu'on a un extrême ouest ukrainien qui a été rattaché à l'Ukraine seulement en 1939, mais qui n'avait jamais fait partie ni de l'Empire russe, ni de l'Union soviétique jusque-là, et qui s'est donc retrouvé rattaché à une Ukraine soviétique sans avoir aucun lien, si je peux dire, ou sans avoir de lien privilégié avec la culture et la langue russe, alors qu'au contraire, dans l'Est et dans le Sud de l'Ukraine, nous avons des territoires qui sont totalement russophones et où la situation qui a prévalu à partir de 1991 était tout à fait, je dirais, surréaliste. Enfin, moi, je me rappelle, c'était dans les années 90, à Odessa, on n'entend pas un mot d'ukrainien et il n'y avait pas une seule affiche en russe. Tout était en ukrainien, donc c'est une situation tout à fait schizophrénique. Qui a quand même malgré tout duré une vingtaine d'années, ce qui prouve quand même que la population ukrainienne dans sa majorité était quand même prête à tout pour maintenir un statu quo, pour maintenir la paix. Donc il faut bien considérer les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui. C'est qu'il y a eu un ensemble de provocations qui ont provoqué cette guerre, alors même que pendant les 2 dernières décennies, les Ukrainiens de différentes tendances, dans leur masse, avaient quand même accepté un compromis pacifique. Donc bien entendu, c'est dans ce contexte-là qu'on a eu les événements de l'année dernière qui sont un coup de force, il faut bien le dire, puisqu'on a renversé le président élu, malgré tout, de ce pays, en ne respectant pas les accords qui venaient d'être conclus le soir même, et que le gouvernement, le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir qui a pris le contrôle de Kiev et plus tard de l'Ukraine s'est lancé dans une surenchère, puisque c'est quand même des groupes d'extrême droite très largement liés aux héritiers de la collaboration avec le nazisme, qui sont devenus des éléments clés du nouveau pouvoir à Kiev. Donc là, évidemment, c'était quelque chose qui ne pouvait pas ne pas être vu par la population, en particulier de l'Ukraine orientale et méridionale, mais pas seulement, comme une provocation. Et bien entendu, dans ce contexte-là, on comprend les deux choses qui se sont passées, c'est-à-dire déjà le fait que la Crimée se soit immédiatement détachée de l'Ukraine. Et là, il faut rappeler que la Crimée, à l'époque soviétique, à la fin de la période soviétique et pendant la période depuis l'indépendance, avait un statut d'autonomie. C'est une république autonome. Donc le gouvernement local de Crimée avait toujours demandé son rattachement à la Russie. Les partis pro-russes étaient toujours majoritaires depuis 1991 à chaque élection. Et que s'ils n'avaient pas été rattachés à la Russie, c'est sous la pression de Moscou qui avait négocié un compromis avec Kiev. Donc bien entendu, à partir du moment où Kiev cesse de respecter ce compromis, tout naturellement, la Crimée s'est sentie dégagée de toute obligation et s'est rattachée à la Russie. Donc ça, c'est évidemment le premier point, mais c'est important qu'il faut le rappeler, parce que c'est quand même sous prétexte de la dite agression russe contre l'Ukraine à propos de la Crimée qu'on a aujourd'hui toutes ces politiques de sanctions des pays occidentaux, et en particulier de l'Union européenne. Enfin, je dis en particulier de l'Union européenne, pourquoi? Parce qu'il faut aussi savoir quelque chose, c'est que les sanctions qui visent la Russie aujourd'hui sont appliquées par les pays de l'Union européenne, mais pas par les États-Unis, qui continuent à demander à l'Union européenne d'appliquer des sanctions, mais qui continuent à faire du commerce avec la Russie comme ça les arrange. Donc on voit bien que c'est là encore le deux poids deux mesures, c'est-à-dire effectivement les événements d'Ukraine peuvent aussi être vus, non pas seulement comme une tentative de gêner la Russie, bien sûr, mais aussi comme une tentative de créer des conflits entre les pays européens et la Russie. Donc là, il y a encore quelque chose qui pourrait être considéré comme enfin si je puis dire européen, ou tout au moins qui vise différents pays européens dans leur propre politique et dans leurs propres intérêts économiques. Et ça, il faut évidemment en prendre conscience. Donc dans ce contexte-là, bien entendu, nous avons eu aussi dans le reste de l'Ukraine, et en particulier dans le Donbass, des mouvements de rébellion, lorsqu'en particulier, provocation suprême, on s'est attaqué, enfin Kiev s'est attaqué au statut de la langue russe. Et je rappelle, le statut de la langue russe dans des régions où on ne parle pratiquement que le russe, où l'ukrainien
n'est finalement connu que comme une langue qu'on a appris à l'école. Et bien entendu, à partir de ce moment-là, vous avez eu des mouvements de rébellion qui étaient dans la logique des choses, auxquelles tout le monde pouvait s'attendre, dès lors qu'on avait eu une politique extrême, enfin des extrémistes qui avaient pris le contrôle des événements en Ukraine. Alors, bien entendu, c'est ce qui va déboucher sur le conflit actuel, sur la guerre du Donbass, dont on parlera tout à l'heure. En même temps, il faut bien avoir en tête que la situation économique de l'Ukraine est absolument catastrophique. Et que d'une certaine façon la guerre permet de camoufler la situation catastrophique de ce pays. Je rappellerai simplement un chiffre: lorsque l'Ukraine devient indépendante en 1991, elle a 52 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en a, enfin en 2014, lorsque les événements se sont passés, elle n'en avait plus que 45 millions. Aujourd'hui, elle en a encore moins, puisque la Crimée a quitté l'Ukraine, mais je parle évidemment pour le même territoire. Nous avons donc une baisse de la population de 7 millions en l'espace de 20 ans. Alors évidemment, c'est dû à la baisse de natalité, c'est dû aussi à l'émigration massive des Ukrainiens. Il y a plus d'1 million d'Ukrainiens qui vivent en Russie, qui ont émigré en Russie pour trouver du travail, ou qui émigrent dans d'autres pays, la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne, la France, etc., la Turquie, enfin un peu partout. Et ce mouvement, évidemment, cette hémorragie, parce qu'elle touche tous évidemment, surtout les jeunes, se poursuit. En même temps, l'Ukraine n'est pas un pays sans ressources. L'Ukraine était quand même un des pays les plus industrialisés de l'Union soviétique, avec des usines de pointe, en particulier pour l'armement et l'industrie qui travaille pour l'aéronautique et le cosmos. Donc bien entendu, en Ukraine, nous avons des richesses qui, évidemment, sur lesquelles lorgnent les grandes multinationales. À ça s'ajoute aussi les terres noires. Il faut savoir que les terres noires d'Ukraine sont parmi les plus riches au monde, et je vous donne un exemple qui est très clair et qui vous montre à quel point ces terres noires ont été l'objet de tentatives de s'en emparer déjà bien avant la crise actuelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les occupants nazis arrachaient littéralement la terre en Ukraine pour la mettre dans des wagons qu'on envoyait en Allemagne. Donc c'est pour vous montrer la qualité de cette terre qui est absolument exceptionnelle. Donc vous pouvez imaginer que tous les producteurs d'OGM dans le monde ne rêvent que de mettre la main sur ces terres noires d'Ukraine. Donc vous comprenez évidemment l'enjeu. Il y a un enjeu économique, il y a un enjeu stratégique. Et je terminerai là-dessus pour rappeler quand même quelque chose qui me semble intéressant et important, c'est que George Friedman, qui est le rédacteur en chef de Stratfor, qui est la revue officieuse de la CIA aux États-Unis, donc qui est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle, a déclaré lui-même, les Américains ont ça d'intéressant, c'est qu'en général, ils parlent assez vite. Sur le moment, ils ne parlent pas, mais enfin, ils parlent assez vite après, et ils disent les choses telles qu'elles sont. Il a dit une chose qui est très claire. Il a dit les événements du Maïdan en Ukraine ont été organisés avec notre appui, l'appui des États-Unis, en réponse aux échecs que la Russie nous avait imposés en Syrie. Donc on voit bien que c'est un jeu mondial, un jeu géopolitique, et qu'il fallait répondre à l'échec que les Américains ont eu en Syrie et continuent d'avoir, parce que malgré tout, la Syrie tient. Et bien entendu, l'Ukraine, vous avez qu'à regarder la carte, c'est aux portes de Moscou. Bien entendu, c'était l'occasion rêvée de trouver un coin qui permettait de se rapprocher de Moscou et d'imaginer que la Russie allait s'effrayer de la situation en Ukraine à sa porte et se retirer de Syrie. C'était mal connaître les Russes, c'était mal connaître Poutine en particulier, qui n'avait pas l'intention de se retirer de l'appui qu'il apporte à différents pays, donc en particulier la Syrie, d'autant plus qu'il faut le savoir, et on l'a démontré depuis, la Russie fait partie, comme vous le savez, des BRICS, et elle a l'appui conséquent d'un certain nombre de puissances, dont la Chine, qui lui permet aussi de faire face à ces sanctions dont je viens de parler. Voilà, donc peut-être que je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Monica, qui donc revient et d'Odessa et de Moscou, et des Balkans, et de Tunisie. Alors je ne sais pas, elle va vous parler du pays qui
elle va commencer par le pays qui lui semble le plus important pour arriver à l'Ukraine. Merci Bruno, merci de me donner la parole. Alors justement, je m'interrogeais sur la meilleure façon de structurer mon propos pour qu'on aille au cœur du sujet. Donc je pense que je vais me concentrer je vais bosser à un tableau de ce que j'ai vu dans les Balkans qui va dans le sens de notre analyse géopolitique. Et puis pour après finir sur Odessa. Par contre, je laisserai la partie russe à mon collègue, puisque bon, il connaît mieux quand même que moi, ce n'est pas parce que j'ai passé une semaine à Moscou. Bon, j'ai mon idée là-dessus, mais disons que c'est pas... C'est voilà. Non, c'est plutôt la gauche russe qui m'avait interpellé. Donc voilà, juste pour revenir sur le Forum social mondial à Tunis, donc en fait nous avions, avec le comité des maires d'Odessa qui avait été invité par le Parti communiste de Vénissieux ici en France en janvier, nous avons organisé une délégation de 2 militants d'Odessa, donc Irina Leskova qui était venue en France, et Ali Vetrov qui est journaliste à la télévision locale de journaliste. Donc cette délégation est partie au Forum social mondial de Tunis. Finalement, nous sommes retrouvés à un forum alternatif organisé par nos amis de la gauche tunisienne, donc par voilà, une militante de franco-tunisienne, Naila Al-Wardi, que j'aurais bien aimé qu'elle soit là, peut-être qu'elle viendra tout à l'heure. En fait, le forum était très institutionnel, très ONGisé, et on a vite vu qu'on n'avait pas notre place là-bas. Par contre, le forum alternatif était très ouvert. Nous avons pu y présenter l'exposition sur le massacre d'Odessa, et aussi nos amis ont pu présenter y compris la question économique de l'Ukraine, puisqu'on avait aussi des débats sur la dette et sur le rôle des fondations allemandes en tant qu'instrument de la puissance impérialiste à la fois américaine et allemande. Et j'ai envie de dire, dans la foulée, les militants tunisiens ont pu organiser une conférence de presse à la Maison des journalistes à Tunis. C'était très important parce que c'était un haut lieu aussi de lutte pour la liberté d'expression en Tunisie. Et Ali Vetrov étant journaliste et interdit de parole dans ce pays, il voulait absolument expliquer aux journalistes tunisiens qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Donc cette conférence avait failli être détruite par des militants d'extrême droite ukrainiens qui nous ont menacés sur Facebook. Heureusement, les militants tunisiens se sont mobilisés. Résultat, l'extrême droite ukrainienne n'est pas venue. Par contre, il y a eu des femmes qui sont venues pour détruire verbalement la conférence de presse. Donc ça a été un peu chaud, mais on a réussi à tenir cette conférence de presse et à calmer tout le monde, ce qui était aussi une victoire en termes de débat, j'ai envie de dire, et de liberté de parole. Alors, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que la conférence de presse a eu lieu le 30 mars dernier. Le lendemain, Ali Vetrov est reparti chez lui à Odessa. Immédiatement, il a été arrêté à l'aéroport par les services de sécurité ukrainiens, le SBU. Il a été interrogé uniquement sur qui a organisé le débat à Tunis. Donc voilà, on voit très bien que, premièrement, pour moi, l'Ukraine n'est plus un pays démocratique, les droits de l'homme de base ne sont plus respectés. Les journalistes sont en danger. Ali qui a dû, quasiment dans la nuit, dès qu'il a été relâché, mettre à l'abri ses parents et lui-même en Russie. Donc voilà où on en est. Voilà. C'est ça la situation, c'est important de le dire et de le redire, parce que maintenant, je vois que nos médias ils ne parlent même plus de l'Ukraine, précisément parce qu'il y a un peu de mauvaises nouvelles de ce genre à dire. Donc, par la suite, j'ai été dans les Balkans, et là où je voulais axer mon propos, c'est... en fait, ce que je voudrais dire, c'est que la situation en Europe de l'Est est en train de changer profondément. Et ça, on ne le voit pas de l'Ouest, déjà parce qu'il n'y a pas un grand intérêt ni de la part des politiques, ni de la part des citoyens de l'Occident vis-à-vis de l'Est, mais aussi parce que je pense qu'il y a une espèce de, blackout, on ne veut pas voir ce qui se passe en fait, et donc notre devoir c'est précisément de l'éclairer avec les quelques informations dont je dispose. Pour mieux situer comment j'ai voyagé dans ces pays, en fait j'ai fait partie d'une caravane féministe de la Marche mondiale des femmes. Donc c'était des militantes qui étaient avec des voitures et on faisait des stops dans quelques pays et quelques villes dans les Balkans pour rencontrer des militantes locales. Alors on a principalement rencontré des militantes féministes, mais aussi d'autres personnes parce que j'ai un réseau plus vaste et j'ai réussi à rencontrer beaucoup plus de personnes que juste les militantes féministes. Mais c'était aussi intéressant de le voir parce qu'il y a quand même un espèce de recul
notamment en ce qui concerne la vie quotidienne, ces femmes-là peuvent nous en dire beaucoup plus que des militants engagés. Alors, ce qui m'avait frappé, bon, d'une part, je voulais juste vous dire que par rapport à toute l'Europe de l'Est, quand je parle de l'Europe de l'Est, en l'occurrence là, je parle de la Pologne, donc de la Baltique à l'Adriatique, c'est que moi, on appelle miens et manger, donc l'entre-deux-mers, voilà, une vieille expression, et moi, je la comprends de cette façon. Donc, ça, en fait, c'est l'ancien bloc de l'Est, hein, si vous préférez. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces pays-là subissent, sont extrêmement déçus par le capitalisme qui est là depuis 20 ans. Ils sont aussi très déçus par la politique de l'Union européenne et pour beaucoup, commencent à se méfier de l'OTAN. Pour le moment, ils sont plus déçus par l'Union européenne que par l'OTAN, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu la suite. Et justement, une partie de la population, une bonne partie, est en train de se tourner vers l'Est, tout simplement. Non pas à gauche, mais vraiment vers l'Est. En l'occurrence, une bonne partie des populations, notamment celles qui n'ont jamais eu de conflit avec la Russie, mais pas simplement, se tournent vers la Russie. Et il y a une forme d'admiration vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui, si nos élites occidentales se rendraient compte que vraiment cette admiration existe, ils seraient très effrayés. Parce que c'est même presque étonnant de voir, mais c'est comme ça, hein, je vous le dis tel quel, c'est très, très étonnant, enfin c'est étonnant, mais ça existe. D'une part aussi parce que, alors il faut se souvenir que ces populations, bon, les populations de langue slave, soit leur langue est très proche du russe, comme le slovaque, le bulgare, beaucoup reçoivent la télévision russe et la regardent. Puis aussi, les gens de plus de 45 ans ont quand même eu le russe à l'école et ils le comprennent tout simplement. Il y a aussi énormément de gens qui sont de jeunes retraités qui sont très déçus par le capitalisme et énormément de gens traduisent tout simplement dans leur langue différentes informations de Russie. À tel point que par exemple en Hongrie, je travaille pas mal avec la Hongrie, avec le monde diplomatique hongrois et ma collègue du monde diplomatique Hongrie, et le hongrois n'est pas une langue slave. Elle me dit même, surtout ne m'envoie pas d'informations sur le Donbass, on a tout ce qu'il faut, on a énormément d'Hongrois qui traduisent. Il n'y a pas de problème, on a directement une ligne d'info directe, hein, on n'a même pas besoin de vos infos de France. Donc ça c'est très étonnant, parce que quand même, bon, la Hongrie était un pilier j'ai envie de dire, du pro-européanisme hein, en Europe de l'Est jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Donc ces pays-là sont très déçus, ces pays-là ont connu des mouvements sociaux très importants de 2011, 12, 13 et 14, notamment 2013 en Bulgarie, 2014 en Bosnie, mais 2011 aussi en Serbie, en Croatie, 2012 c'était déjà, il y avait le premier mouvement était en Bosnie. Et ces mouvements ont un petit peu fait bouger cette idéologie qui était l'idéologie dominante du bonheur radieux, capitaliste et européen. En fait, les gens ont commencé à regarder la réalité, à se dire, par exemple en Bulgarie, que la Bulgarie, qui n'était jamais un pays pauvre, qui était un pays prospère, relativement équilibré avant la guerre, qui était un pays riche sous l'ancien bloc de l'Est, maintenant est un pays misérable où les infrastructures sont en lambeaux, où les gens diplômés gagnent 200 € dans des entreprises occidentales délocalisées. Et c'est juste la catastrophe en fait, hein, et où les retraites sont de 100 €, enfin c'est la catastrophe. D'ailleurs la Bulgarie pour moi, je pense que ce sera le prochain pays qui sera complètement déstabilisé par disons les forces américaines pour en faire un chaos de plus, vu que d'autres pays refusent d'obéir à ce chaos, la Bulgarie malheureusement est sur la liste. Aussi pourquoi? Parce que les élites bulgares persistent dans un pro-européanisme, y compris certaines élites de gauche, hein, puisque j'ai eu aussi des discussions avec des jeunes chercheurs de l'université qui sont des gens de gauche, mais qui ne veulent pas croire que l'OTAN est en train de les entraîner vers une guerre dans laquelle tout le pays sera perdant. Par contre, le peuple, et ça c'est ce qui était déjà vrai, par exemple avant la guerre, le peuple bulgare est très pro-russe. D'autant plus après le retour de la Crimée en Russie, parce que les gens disent simplement nous voudrions avoir les mêmes retraites, nous voudrions qu'on nous augmente nos retraites. Ça fait plusieurs années que nous luttons pour que nos retraites soient augmentées, et il suffit que la Crimée rentre en Russie pour qu'on augmente les retraites. On veut pareil, en fait. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Et l'Union européenne a tort de ne pas regarder ça, parce que ça peut se traduire par à un moment donné une volte-face que tout le monde va trouver surprenante, mais en fait c'est déjà en train de couver depuis longtemps. Par la suite, nous avons été au Kosovo, en Serbie, en Bosnie. Alors le Kosovo, je pourrais en faire tout un chapitre dessus, parce que pour moi c'était très intéressant de voir que le Kosovo
est une espèce de colonie européenne et une colonie de l'OTAN, puisqu'il y a l'euro en tant que monnaie. Vous arrivez dans le pays, vous avez l'euro, et puis ce pays est quand même pas membre de l'Union européenne, donc c'est très étonnant quand même dans la vie quotidienne, c'est ça. Deuxièmement, c'est quand même la force, comment dire, au niveau civil, c'est le résident général européen qui a le pouvoir, et au niveau militaire, c'est l'OTAN, tout simplement. D'ailleurs, on peut voir les véhicules de la force de l'OTAN. Et au niveau quotidien, ça se traduit par quoi? Par exemple, au niveau des associations de femmes que nous avons rencontrées, elles reçoivent tout simplement de la part d'une chargée, d'une responsable pour les droits des femmes au sein de la force de la KFOR, elles reçoivent un programme qu'elles doivent exécuter. C'est-à-dire il y a une responsable américaine qui dit aux associations, qui finance les associations de femmes kosovares et qui leur dit ce qu'elles doivent faire. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe. Hein. Et il y a un programme qui souvent, c'est un féminisme de type empowerment à l'américaine, individuel, axé sur la création d'entreprises, etc. Mais alors ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que les femmes du Kosovo en ont fait un bon usage de cet argent. Elles se sont structurées effectivement sous forme d'associations et surtout elles ne sont pas dupes de ce qui se passe. Elles savent très très bien que le Kosovo est moi j'ai envie de dire un porte-avions de l'OTAN. Et la seule chose qu'elles veulent, c'est prévenir une nouvelle guerre. Elles préfèrent justement prendre cet argent, construire des structures, des associations, des coopératives, des entreprises, et empêcher et faire en sorte que si l'argent américain arrive, on ne puisse pas armer une nouvelle armée Ucheka et la lancer contre les voisins. En fait, elles essayent d'avoir un réel pouvoir sur leur pays. Mon opinion, c'est qu'effectivement, il n'est plus possible d'utiliser le Kosovo contre les voisins, parce que les gens ont bien compris la leçon. Par contre, ça c'est le Kosovo, et malheureusement en Macédoine, on peut utiliser encore les gens, et c'est la Macédoine qui arrive, qui est le pays de l'épicentre actuellement. Mais en l'occurrence, moi, sur mon opinion, ce qui se passe en Macédoine n'a rien à voir avec le Kosovo. C'est vraiment la minorité albanaise de Macédoine qui est utilisée. Ce n'est ni l'État du Kosovo tel qu'il est, ni même des Kosovars. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que je me suis dit, voilà, et puis il y a aussi une nostalgie, qui n'est pas que de la nostalgie, une forte envie de reconstruire la Yougoslavie, même d'un point de vue économique. Par exemple, nous avons été reçus par une coopérative de femmes agricultrices dans le sud du Kosovo, qui est à la frontière albanaise. Donc c'est des villages qui ont vraiment souffert de la guerre, des exactions, et notamment perpétrées par l'armée serbe. Et pourtant, ces femmes-là, qui ont reconstruit leur village, qui ont construit des structures économiques, elles nous disaient, nous, ce que nous voulons, c'est une union douanière et une collaboration économique avec Belgrade. Bon, bah, c'était quand même très encourageant, cela. Par contre, au niveau de la Macédoine, c'est clair que là, c'est un facteur de déstabilisation possible, puisque la minorité albanaise en Macédoine est très pauvre, très misérable, j'ai pu le voir de mes propres yeux. J'ai aussi rencontré des militantes macédoniennes quand on était avec les autres militantes en Serbie. Et ces militantes m'ont dit que non seulement la minorité albanaise est misérable, mais effectivement le pouvoir macédonien, mais qui a été soutenu par l'Union européenne, qui est soutenu par l'OTAN, ce pouvoir est effectivement très corrompu et surtout très dictatorial. Et effectivement, il y a des mouvements de protestation en Macédoine qui sont authentiques. C'est-à-dire que c'était surtout des mouvements qui visaient à empêcher que la police commette des exactions vis-à-vis des jeunes Albanais. Donc ce ne sont pas des mouvements au début qui visaient à déstabiliser le gouvernement, c'était plutôt une lutte pour un état de droit, pour un contrôle citoyen sur la police. Malheureusement, je pense que les militants macédoniens qui sont des jeunes étudiants n'ont pas assez d'expérience et ils se sont fait déjà déborder. Et que là, il y a un système de manipulation qu'eux-mêmes ne contrôlent plus. Là, en l'occurrence, j'ai reçu hier des informations sur la Macédoine. Et effectivement, j'ai compris que certains étudiants du mouvement de protestation, Protestiram, ils voient déjà qu'ils sont manipulés, mais ils ne voient pas jusqu'au bout encore. Hein. C'est un petit peu, là, nous avons notre rôle à jouer en tant que militants de l'Ouest, de les inviter, de leur expliquer, etc., pour qu'ils puissent augmenter leur conscience. Alors, pour rapidement passer sur les autres pays, la Serbie et la Bosnie. Alors, ce qui est intéressant de savoir sur la Serbie, c'est que c'est un pays, effectivement, qui est très enclavé, qui est entouré de pays membres de l'Union européenne, qui n'a quasiment aucune marge de manœuvre politique et économique, et pourtant il vit. C'est-à-dire que notamment l'agriculture y est bien tenue, y est relativement prospère. On a eu des investissements industriels, il y a toujours des industries, il y a aussi des investissements dans les infrastructures. Donc moi je me suis dit que même
la notion de pauvreté et de richesse, il faudrait peut-être relativiser tout ça, parce qu'on a tellement l'idée que forcément, quand on est dans l'Union européenne, on est riche, alors qu'en fait, non, on voit bien la Bulgarie, c'était très étonnant de sortir de la Bulgarie qui est misérable, de se retrouver de l'autre côté de la frontière, à Pirot, une ville serbe, et de voir une ville où les infrastructures étaient neuves, où il y a de l'industrie, où tout se tient, où il y a quand même une structure d'État. Moi, je me suis dit, finalement, la Serbie, déjà, les Serbes, d'une part, n'abandonneront jamais, ils ne se soumettront jamais à l'OTAN, mais deuxièmement, ils ont compris qu'il ne fallait plus se laisser déstabiliser et entraîner dans des guerres. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que ça veut dire aussi que la puissance américaine ne peut pas faire repartir une guerre des Balkans comme ça. Il faut quand même qu'elle manipule, notamment l'Ukraine. Là, pour moi, c'est important de le voir. Par la suite, nous avons été aussi en Bosnie, et la Bosnie, c'est aussi un pays qui a connu des mouvements sociaux en 2014. Ces mouvements, alors justement, là je vais juste m'arrêter là-dessus, parce que c'était des mouvements qui contestaient les privatisations mafieuses qui ont eu lieu, et qui ont mené à la fermeture de nombreuses industries, et qui non seulement ont mis au chômage, sans aucune indemnité, des dizaines de milliers d'ouvriers, mais aussi ces ouvriers n'ont pas été payés, leurs cotisations sociales n'ont pas été payées. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas avoir de retraite parce que les cotisations sociales n'étaient pas payées. C'était ça le principal combat. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'avais rencontré déjà l'année dernière des militants, et cette année également, notamment à Tuzla, dans le nord de la Bosnie, où il y a une forte conscience de classe. Ces militants nous ont raconté que quand ont eu lieu donc les mouvements sociaux en Bosnie en février 2014, et que donc, les militants, ce sont des militants de la gauche bosniaque, une organisation qui s'appelle l'IAV, c'est des jeunes professeurs de l'université de Tuzla. Ces jeunes professeurs ont eu l'idée d'organiser des plénums, des assemblées populaires, pour que les gens puissent s'exprimer et que justement l'extrême droite ne puisse pas manipuler les mouvements sociaux. Et ils ont organisé ces plénums, donc les gens ont pu au moins exprimer leurs revendications et commencer à se parler et à avoir un véritable travail de démocratie de base. Et à ce moment-là sont arrivées des personnes bizarres, des personnes bizarres, notamment quelqu'un qui travaillait pour l'ambassade de France, et cette personne a dit aux militants bosniaques, si vous voulez gagner le pouvoir, nous pouvons le faire pour vous, nous pouvons vous faire comme en Ukraine. C'était carrément dit texto avec une valise de billets de banque à l'appui. Je peux vous donner le nom de la personne qui me l'a dit. C'est quelqu'un absolument digne de confiance, qui est professeur à l'université de Tuzla et une organisatrice des plénums. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Bosniaques étaient capables de dire non, nous ne voulons pas de votre argent et nous ne voulons pas le pouvoir. Parce qu'ils ont bien compris que c'était une manipulation, qu'ils n'ont pas assez de structure pour prendre le pouvoir, et que c'est une façon de nouveau faire partir la guerre civile de leur pays, puisqu'il y a la Bosnie, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle est toujours suite à Dayton divisée, il y a la fédération croato-bosniaque, enfin musulmane, plus la fédération, la République serbe, qui est comme un espèce de croissant autour de la... Voilà, Bon, cela dit, ni les Serbes, ni les autres communautés n'ont envie de faire repartir la guerre. Par contre, ils ne savent pas exactement comment sortir de Dayton, qui était une structure imposée finalement par l'Occident et qui est toujours un cessez-le-feu, ce n'est pas un traité de paix. Et c'est pas du tout évident parce que la Bosnie n'est pas un pays viable en tant que pays indépendant. C'est un pays qui ne pourrait vivre que comme il l'a vécu avant, c'est-à-dire membre d'une fédération, peut-être d'une fédération plus large que la fédération yougoslave, d'une fédération balkanique. Ce sont des idées sur lesquelles la gauche de ces pays-là travaille. Alors, je vais finir sur un pays où j'ai été un petit peu plus tard, c'est-à-dire mon pays d'origine, la Pologne. Ah oui, la Hongrie aussi. Alors la Hongrie, c'est très simple au niveau de la... Comme dit ma collègue du Monde Diplo, Hongrie, elle dit c'est simple, la gauche et la droite hongroise regardent Poutine. C'est très étonnant, hein, parce qu'en fait... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pas la Russie en tant que Russie. On n'est pas en train, les Hongrois ne sont pas en train d'appeler à ce que l'armée russe arrive. Mais ce qu'ils veulent, c'est des dirigeants qui ressemblent à Poutine. Ce qu'ils souhaiteraient, c'est le souverainisme. C'est avoir un pays qui tient la route, qui a des infrastructures, qui a une industrie, qui peut se nourrir, qui est fier, qui est digne, qui compte. Voilà, c'est cela ce qu'ils souhaitent. Et ça, tous les peuples de l'Europe de l'Est le souhaitent. Donc on est en train de sortir de toute la période du néolibéralisme en fait, hein. On avance vers quelque chose d'autre. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est exactement la même chose pour la Pologne. J'étais moi-même étonnée
au mois de mai, quand j'étais en Pologne, j'étais au moment de la campagne électorale présidentielle, de voir que les études et les sondages, les études sociologiques et les sondages montraient que les Polonais qui votaient, qui votaient, parce qu'il y a la moitié de la population qui ne vote pas, c'est encore une autre chose, hein, ça on peut dire que c'est une forme de boycott. Mais disons que la moitié de la population vote, il y avait à peu près 50% de votants. Une grande majorité a voté pour Duda, le candidat conservateur, pour se débarrasser de Komorowski à cause de sa politique ukrainienne. C'est-à-dire les gens en avaient assez de voir leur président soumis à Kiev, soumis à la politique bandériste. Le fait que comment dire, les lois qui font de Stepan Bandera un héros sont très très mal passées auprès des Polonais. Le peuple n'a rien dit, mais au au jour J, il s'est débarrassé de Komorowski. Et le candidat conservateur, qui lui-même est russophobe quand même, il est obligé de tenir compte de ça. Et comme c'était quelqu'un qui est plus jeune, qui donc a peut-être envie d'avoir une place dans l'histoire, il s'est peut-être dit que le moment est venu d'améliorer les relations avec la Russie. D'ailleurs, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais une chose est sûre, c'est que les Polonais vont dans ce sens. Et un nombre aussi important de personnes regardent la télévision russe, qui passe toujours très bien en Pologne. Il y a, comme je vous dis, comme dans les autres pays, au moins un tiers de la population qui comprend le russe, puisqu'ils font partie de cette génération qui n'aura plus à l'école. Voilà, donc on est dans une autre configuration. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre par les journaux. Moi, je pense que... et en plus, il faut quand même creuser l'information, puisque en Pologne, par exemple, les études qui montraient que les gens sont contre la politique ukrainienne de Komorowski, ces études ont été publiées dans les journaux pro-système. Alors, ils minimisaient certaines choses, mais il faut savoir lire entre les lignes à ce moment-là. Voilà. Là, j'arrive à l'Ukraine, parce que je parle beaucoup, mais bon, j'étais obligée de vous le dire. Donc, je suis partie de Hongrie en traversant la Roumanie pour atterrir en Moldavie. Aussi, c'était très intéressant en Moldavie, puisque j'ai rencontré des militants moldaves du Parti communiste, qui eux m'ont dit à quel point ils étaient effrayés par la désintégration probable de l'Ukraine, puisque la peur qu'ils ont, c'est, profitant de la désintégration probable de l'Ukraine, la Roumanie, qui est en train de masser ses forces sur la frontière nord de son pays, c'est-à-dire la Bukovine, la frontière avec l'Ukraine, à ce moment et avec la Moldavie, à ce moment-là, la Roumanie pourrait être tentée d'avaler, de prendre, d'occuper la Moldavie. Et là, ça peut donner lieu à une guerre civile, puisque la Moldavie est coupée en deux. Une partie de la population est roumanophone et une partie est russophone. Déjà, ces deux communautés leurs relations sont tendues. J'ai pu le voir de mes propres yeux. Et effectivement, ça peut être un facteur très très dangereux. Il peut y avoir une guerre civile. Donc les gens sont vraiment terrorisés à cette idée. Ils ne savent pas trop comment s'en sortir. Et en tout cas, il ne faut pas vraiment confiance à l'Union européenne. D'ailleurs, l'Union européenne, c'est très loin aussi. Hein. Géographiquement, quand vous vivez là-bas, ce n'est pas du tout à côté. Hein. Alors, j'arrive sur Odessa. Alors, c'est difficile. Hein. Est-ce que je peux récupérer le livre que vous aviez? Comme ça, je vais vous présenter rapidement la même chose. Alors, comment dire, Odessa, c'était le massacre d'Odessa, c'était comme le prélude à la guerre du Donbass, en fait. C'est-à-dire que le massacre d'Odessa, comme le disent très bien les militants du Donbass, c'est ce qui les a incités à prendre les armes. Puisque précisément, ils ont vu de quoi le régime de Kiev était capable. Et pour se défendre, ils ont pris les armes. Alors qu'à Odessa, les gens n'ont pas pris les armes. Pourquoi? Parce qu'au début, quand le Maïdan avait eu lieu à Kiev, il y avait des petites forces pro-Maïdan, c'est-à-dire anti-Yanukovych, à Odessa. Mais il y avait aussi, depuis le mois de février, un anti-Maïdan, c'est-à-dire une assemblée de personnes qui se réunissaient sur la place des syndicats, donc Kulikov-Okolie. Et alors il y avait des gens de gauche et de droite. Moi j'ai eu des contacts déjà avec des gens de gauche, avec le groupe Protiv Tchétchénie, donc le groupe qui est un petit groupe marxiste, par lequel en fait j'ai eu les contacts avec les maires d'Odessa. Ce groupe marxiste, j'ai rencontré 2 militants de ce groupe marxiste au mois de mars
2014, donc exactement le 30 mars, nous étions à une conférence en Grèce. Et à l'époque déjà, Yoris Ashkin avait parlé de l'anti-Maïdan, c'est-à-dire il présentait ça comme des indignés, un mouvement indigné, un plénum à Odessa, qui était bien sûr pacifique et qui consistait surtout en discussion politique sur l'avenir d'Odessa. Parce que comme Odessa était un port franc, même sous les tsars, en fait c'était plutôt cela que les gens visaient. Ce qu'ils souhaitaient, c'était une fédéralisation, quel type de fédéralisme, comment, etc. Il n'était pas question de demander une adhésion à la Russie. Pourquoi? Parce que d'une part, Odessa étant un port, elle a quand même besoin de son arrière-pays. C'est pour cela aussi que même le projet Novorossiya ne prend pas forcément à Odessa, parce que Odessa est vraiment un port qui est plus... Odessa est à 50 km de la Moldavie et à 100 km de la Roumanie, donc on est quand même plus près de l'ouest que de l'est. Et donc, voilà, ça ne se posait même pas cette question à ce moment-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, déjà d'une part, les personnes ne se connaissaient pas toutes dans l'anti-Maïdan. Ils n'étaient pas organisés et structurés comme des partis ou des syndicats, c'était des groupes comme ça, souvent informels. Et d'autre part, ils ne se connaissaient pas tous, ce qui fait que quand le massacre a eu lieu, ils n'ont même pas pu identifier qui a été tué, puisque précisément ils ne se connaissaient pas. Donc ils ont été surpris par l'ampleur de l'attaque. Alors je ne sais pas si je dois présenter un peu les photos du massacre, vous le souhaitez? Oui, je pense que c'est pas très beau, mais... Voilà, donc je vais vous... Je ne sais pas exactement comment m'y prendre parce que je ne veux pas non plus jouer au procureur et dire que je sais tout sur ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de photos et de films sur Internet qui montrent, comme vous le voyez ici, qu'il y a eu effectivement... Alors, il y avait eu ce fameux match de foot pour lequel des trains entiers étaient arrivés d'autres parties de l'Ukraine, notamment de Kharkov, de Kiev. Parmi les supporters de foot, il y en avait beaucoup qui étaient des militants d'extrême droite et notamment du Pravi Sektor. C'est vrai aussi, et ce livre l'a bien montré, qu'une partie des militants anti-Maïdan s'est laissée comme ça. Non, ton livre. Je vais le montrer encore après. Hein. Très bien. Juste, voilà. Ça, c'est alors je reviens je présente le livre. Ça, c'est un livre qu'on vient de me donner le 2 mai à Odessa. C'est le comité des mères des victimes qui l'a élaboré. C'est un livre de témoignages. Il y a 15 témoignages très approfondis, très détaillés, de 15 survivants du massacre, de personnes qui ont été à l'intérieur de la maison de syndicat, qui ont réussi à s'échapper. C'est très violent à lire, je dois vous dire. Bon, ces témoignages montrent des éléments que l'on connaît déjà, y compris ils sont documentés par des films et des photos sur Internet, mais aussi des choses que l'on ne sait pas. Par exemple, une des femmes qui a participé, qui était donc à la maison des syndicats, qui est une survivante, c'est une jeune femme qui faisait partie on peut dire, des groupes d'infirmières improvisés pour soigner les blessés de la bagarre. Et elle-même, elle admet qu'ils se sont laissés entraîner dans une provocation sur la rue grecque, donc une rue qui se trouve à, on peut dire, 500 mètres de Kulikovo-Polje, dans le centre-ville d'Odessa, et qu'en réalité, ils n'auraient jamais dû répondre à cette bagarre, ils auraient dû se planquer, parce qu'ils n'étaient pas... Enfin, voilà. En fait, pour eux encore, beaucoup étaient des gens jeunes, c'était un jeu un peu, ils ne se rendaient pas compte de ce qui leur arrivait dessus. Hein. Et après, elle l'a bien compris, mais c'était déjà trop tard. Donc c'est vrai qu'il y a eu, on ne peut pas le nier, il y a eu... mais les forces en présence, c'était 2000 personnes contre 30 personnes, en fait, c'est à peu près ça. Hein. C'est les anti-Maïdan qui se sont bagarrés contre l'extrême droite de Pravi Sektor sur la rue grecque, bon, ils étaient peut-être à les 50 par rapport à 2000 personnes. Donc bon, les forces n'étaient pas vraiment égales. C'est pour ça aussi qu'ils se sont à un moment donné retirés dans un supermarché qui est juste à côté, et puis qu'après tout le monde a commencé à courir pour se réfugier dans la maison des syndicats. Là, ce que vous pouvez voir sur cette photo, ce qui me semble intéressant, c'est de voir parmi les assaillants, voilà, il y a tout simplement des drapeaux ukrainiens. Alors ça, c'est une photo importante parce qu'elle montre les mecs qui sont armés, masqués, en train d'occuper, comment dire, de réquisitionner comment ça s'appelle, un camion de pompiers. Alors parce qu'en fait, le plus grand reproche qu'on peut faire, enfin ce qu'on peut dire sur le pouvoir à Odessa à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas fonctionné. Hein, parce que au moment de la caserne des pompiers est à 300 mètres hein, de Kulikovo-Polje. Donc pourquoi il n'y a pas eu, l'incendie n'a pas été
éteint tout de suite, simplement parce que les pompiers avaient soit ordre de ne pas réagir, par exemple, beaucoup de témoins le disent, qu'ils appelaient les pompiers, déjà dans la maison des syndicats, ils appelaient les pompiers, et en fait personne ne répondait. Ou bien, voilà, souvent c'était ça, mais on voit très bien aussi que la question de ce qui s'est passé avec les camions de pompiers est posée. Là, c'était la rue Grecque, voilà justement, les bagarres. Je vais vous faire passer ça. Ça, pareil, ça c'était le camion des pompiers. Donc, c'est quand même une bagarre d'une énorme violence. Là, on n'est même pas encore dans la maison des syndicats. Ce qui est étonnant, c'est qu'un pouvoir laisse faire. Je ne sais pas si vous imaginez qu'à Paris, ou à Marseille, ou à Nantes, on puisse brûler comme ça impunément un centre-ville et qu'on puisse avoir une police complètement désemparée, qui ne sait même pas réagir. Hein. Il y a des policiers qui ont tenté de faire quelque chose, mais qui n'ont pas pu. Les témoins en parlent notamment, l'une des jeunes filles qui est témoin, elle dit notamment qu'elle a eu la vie sauve parce qu'elle a pu se réfugier dans un commissariat, mais que les policiers n'étaient pas organisés, pas armés pour arrêter la bagarre dans la rue. Là, ce qu'on voit, c'est que les assaillants se dirigent vers la maison des syndicats et détruisent le campement des anti-Maïdan. Et puis là, ils lancent des pierres. On voit bien les drapeaux ukrainiens, justement. Voilà, là, c'est le campement anti-Maïdan qui est brûlé. Et ils commencent à attaquer, ils attaquent la maison des syndicats. Voilà, ça c'est le campement. Donc, au moment où le feu a été mis là, aux quelques tentes, au matériel des anti-Maïdan, au matériel de cuisine, à quelques drapeaux, les gens se sont réfugiés, environ 350 personnes se sont réfugiées dans la maison des syndicats. Le chiffre de 350 est donné aussi ici par un des témoins, qui est aussi très intéressant. Là, vous voyez. Alors, ce qui est effrayant, vous voyez, c'est qu'on voit, on voit les drapeaux ukrainiens, bien sûr. Hein, il faut pas. Voilà, c'est pour ça que les hooligans, bon, voilà quoi. En tout cas, ce sont bien des hooligans qui le faisaient au nom de l'Ukraine, j'ai envie de dire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que alors il y a quelques photos ici, mais il y a aussi des photos où on voit très bien les visages des assaillants. Et en gros, c'est des gens qu'on peut retrouver. Hein, ils vivent à Odessa, ou bien ils ne vivent pas à Odessa, mais en tout cas, c'est tout à fait possible de les retrouver. Et le pouvoir, la justice ne fait rien pour les retrouver. Là, vous voyez donc la mise à feu. Allez. Ça, c'est déjà des photos un peu plus. En tout cas, je vais vous les faire passer. De toute façon, ça mérite une enquête. C'est quand même un bâtiment brûlé dans une ville d'1 million d'habitants. Alors là, les gens tentaient de fuir en sautant. Alors bien sûr, il y aura toujours des pro-Maïdan qui vont dire « Oui, mais finalement, le private sector vous a aidé à descendre. » Alors oui, c'est vrai, il y a des témoignages comme ça. D'abord, des militants d'extrême droite ukrainienne ont balancé des cocktails Molotov dans la maison, ont pourchassé les gens avec des bâtons, et puis ils en ont sauvé un ou deux. Ça, oui, tout à fait. Hein, ça. Il y en a certains peut-être qui ne se rendaient même pas compte qu'ils sont en train de commettre un crime. C'était un jeu. Et puis brusquement, certains se sont peut-être rendus compte qu'il fallait avoir un peu d'humanité, ils en ont sauvé un ou deux. Il y a des témoignages dans ce sens aussi. Hein, ça, là, c'est vraiment effrayant. Hein, voilà. Au bout de 3 heures seulement, les pompiers sont arrivés et ont commencé. Ils n'avaient même pas le matériel pour descendre les gens. Il a fallu descendre les gens par les échafaudages qui ont été rapprochés. Donc il y a aussi beaucoup de témoignages, toutes les photos ne sont pas là, sur le thème que les assaillants ont frappé des gens à terre. D'ailleurs, le fils, Andrei Brajewski, le fils de notre ami du comité des mères des victimes, Elena Radzikowska, Andrei Brajewski a été tué comme ça. Comme il était parachutiste et qu'il faisait du saut à l'élastique, elle sait très bien qu'il est arrivé vivant, même en sautant des 5 mètres. Par contre, il a été tué, il a été frappé à la tête. Et c'est comme ça que, bon, elle a vu le corps de son fils et c'est à peu près sûr que c'était comme ça. Vous voyez, donc là, on peut identifier des visages, voilà. Voilà, là on voit les mecs tels qu'ils sont. Hein. Alors là, si vraiment il n'y a pas un procureur, je n'admets pas qu'un procureur ne puisse pas savoir qui est qui, en regardant ce genre de photos. Parce que bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a toujours pas d'enquête digne de ce nom. Voilà, là, ça c'est les victimes, hein. Les gens qui sont ramassés, les gens assassinés. Bon, après, je vous dis juste que ça sera de plus en plus dur, hein, parce qu'il y aura des photos des personnes à l'intérieur. Là aussi, vous ne voulez pas, je vais aller vite. Voilà, ça c'est magnifique. La place française, ça il faut souligner.
Oui, il n'y a pas, pourtant Internet est plein d'images, il y a même des films qui sont entièrement construits maintenant, même, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de photos de différents endroits, et en fait la documentation est très très grande, hein. Les journalistes d'Odessa, ils ont 30 heures de vidéos quand même qu'ils ont montées, qu'ils peuvent montrer de tous les côtés. Excusez-moi, hein, je vais finir là-dessus, donc je vais juste dire 2 mots sur la commémoration, parce que c'est par rapport à la répression. Juste pour encore parler d'un témoignage qui est ici, c'est très intéressant, parce qu'il y a un témoignage d'une personne qui a réussi à s'échapper aux flammes en s'enfermant dans un des bureaux de la maison des syndicats. Et cet homme-là, en fait, une fois, bon, ils étaient 4 personnes enfermées, son témoignage le dit. Il a eu la vie sauve comme ça, parce que précisément, il a bloqué la fenêtre de l'intérieur, donc les cocktails Molotov arrivant de l'extérieur ne les ont pas atteints. Ils ont réussi, avec le peu d'air qu'ils avaient, à survivre. Et au moment où tout était fini et 100 personnes étaient mortes à l'intérieur, la porte s'ouvre et rentrent les militants du Pravé Sector. Alors il a eu la présence d'esprit de se masquer avec son t-shirt et de parler ukrainien, de dire Svi, c'est-à-dire je suis des vôtres, on est des vôtres. Et en fait il a assisté à la fête que ces criminels ont fait sur le corps des cadavres. Ils ont amené du champagne pour boire du champagne à l'intérieur de la maison de velours. Et le pire, c'est qu'il y avait la police avec eux. C'est-à-dire, il y avait vraiment les policiers en uniforme à côté. Et donc ce témoignage est un témoignage clé en fait, sur les complicités de la police d'Odessa avec les assaillants. Et évidemment, bon, s'il y avait vraiment une enquête internationale, une justice, je pense que ce témoignage-là serait très important. Et malheureusement, cette enquête n'a pas lieu. Alors, donc moi je suis arrivée le 2 mai à l'invitation du comité des maires d'Odessa. Là-dessus, je ne sais pas si je dois parler ou vous montrer les photos. C'est pas toujours évident de faire les deux en fait. Ouais. Cherche les photos ensuite. Oui, parce que en fait, moi ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression à Odessa. Parce que, moi je vais vous le montrer, hein, mais par exemple cette conférence de presse, donc déjà d'une part la personne qui a organisé la conférence de presse, Victoria, qui est une des mères de survivants. Son fils a réussi à survivre, il a pu s'évacuer à Moscou, mais elle aide les autres personnes, les autres familles à s'organiser. Et donc Victoria a été arrêtée le jour même de la conférence de presse. Le SBU, le service ukrainien, lui a reproché d'inviter des journalistes étrangers, en l'occurrence nous. Pour vous dire, on n'était pas rassurés du tout, parce qu'on savait qu'on était suivis, qu'on était écoutés. On ne peut pas utiliser le téléphone parce qu'il est surveillé, on ne peut pas utiliser Internet parce que les mails sont surveillés, nos amis ont du mal à communiquer de ce fait, parce qu'ils ont peur de donner des indications au téléphone. Là, par exemple, donc, vous avez les 2 militants, dont l'un qui ne voulait pas, qui est francophone, mais qui ne voulait pas qu'on le filme. Bon, je vais le montrer ici, je ne devrais peut-être pas, mais c'est un petit peu dommage parce qu'on ne peut pas vous... Voilà, il y a tellement de choses qui sont colportées par la propagande de Kiev sur Odessa que bon, moi, parfois je me dis, il faut quand même montrer les visages des gens, que ces gens sont respectables, que ce sont des citoyens, qu'ils ont le droit de vivre, et pourquoi ils doivent se cacher en fait, alors que ce n'est pas eux qui sont les criminels. Vous voyez aussi donc, Elena Radziewska, donc notre amie qui était ici à Paris, et c'est surtout elle qui nous a dit justement à quel point l'enquête était au point mort, c'est-à-dire que en fait il y a 116 personnes qui sont emprisonnées, mais qui sont des personnes qui faisaient partie de l'anti-Maïdan. Donc en fait c'est des victimes qui sont emprisonnées. En l'occurrence, elles ne sont même accusées de rien, elles sont emprisonnées arbitrairement. On ne sait pas quand est-ce que la procédure va être finie. Ils n'ont pas entendu de quoi ils sont accusés, ils n'ont pas d'avocat. La seule chose que les amis du comité des maires peuvent faire, c'est leur amener de la nourriture et des vêtements en prison. Voilà. D'ailleurs, nous devions leur rendre visite en prison, mais ça n'a pas pu se faire du fait justement des arrestations. Donc là, c'était une œuvre d'art qui a été offerte par un artiste italien, et que c'est la seule photo que j'ai pu mettre en publication, parce que c'était pas possible. Voilà, et en l'occurrence, voilà, donc la conférence de presse a eu lieu dans un lieu privé, fermé, dans lequel on a été amené en secret. On en arrive là, quand même, hein, on est à ce stade. Et après, nous avons été emmenés donc à Kulikovo-Polje, où avait lieu la commémoration, qui elle-même aussi, elle était sévèrement encadrée. Il y avait environ 3000 policiers, gardes nationales, armés, on aurait dit un camp retranché tout autour de la place.
Les drapeaux autres que ceux d'Odessa étaient interdits, les rubans de Saint-Georges étaient interdits, les slogans politiques étaient interdits, en gros on ne pouvait pas parler réellement, seule une cérémonie religieuse était autorisée, et des fleurs. Alors du coup les gens ont manifesté leur résistance avec des fleurs, de très nombreuses personnes que j'ai photographiées ici y allaient avec des fleurs, voilà, ce sont nos amis, et donc notamment les tulipes rouges et surtout les œillets qui sont le symbole de la victoire sur le fascisme. Donc environ entre 5 000 et 10 000 personnes sont venues. Beaucoup sont venus déposer des fleurs, sont repartis parce qu'ils ne voulaient pas être filmés par la police présente. Donc voilà, c'était un peu, on arrivait comme ça. Alors voilà, j'ai pas pu photographier beaucoup la police, j'avais pas très envie d'avoir des problèmes et qu'ils me confisquent la caméra. Donc j'ai fait juste quelques photos comme ça de loin. Donc la place était fermée, il fallait montrer son sac et ses papiers. Pourtant, les gens sont venus. Donc, dans la cérémonie, il y a eu juste 2 discours, puisque précisément l'organisatrice était toujours arrêtée. Voilà, ça c'était des barrières et la police. Et puis il y avait encore plusieurs cordons à l'intérieur avec des uniformes militaires. Je me dis que c'est... Voilà. Donc ça a duré environ... Alors vous verrez qu'il y avait une espèce de chapelle ardente qui est dressée devant la place. Voilà. J'ai pu prendre les photos de dos, donc il y a eu un lâcher de ballon, de colombes symbolique, il y a quand même le drapeau ukrainien. Beaucoup de gens détestent le drapeau ukrainien maintenant, mais il est toujours là. Vous ne pouvez pas l'enlever. Voilà, donc il y avait des œuvres d'art qui commémoraient une personne assassinée. Voilà, beaucoup de fleurs. Alors, notamment des tulipes noires et oranges, du fait de la... Alors voilà, je vous passe un peu rapidement ça, parce que tout ça, tout ce que vous voyez ici, les lampes, les fleurs, tout a été détruit et emporté et cassé par l'extrême droite, par Plave Sector, le 15 mai exactement. Nous avons reçu des photos par Facebook du 15 mai, ils ont enlevé absolument tout et ils ont remplacé le drap noir par un drapeau ukrainien. Donc c'est aussi une bataille pour l'espace. C'est ça. Parce qu'en fait, le gouvernement ukrainien estime qu'il ne s'est rien passé. Les gens sont morts, mais c'est pas grave, n'est-ce pas? On a tué des Russes, c'est pas très grave finalement, tuer des Russes. C'est ça le fascisme pour moi. C'est de dire on peut tuer impunément une catégorie de la population. C'est ça. Alors voilà, il y avait un militant du Parti communiste qui a fait un discours, malheureusement, là je ne peux pas tout comprendre. Et plus ou moins, bon, plus le temps passait, plus... Alors il y avait eu une manifestation de l'extrême droite, Plave Sector, sur une autre place. Certains de nos collègues, notamment des journalistes allemands, y sont allés. Ils ont publié un reportage qui a été publié sur Russia Today en allemand. Et en fait, cette journaliste, Anna Shalimova, a été interdite de séjour juste après, pour son reportage, à cause de son reportage. Et une fois que l'autre manifestation de nos ennemis s'était terminée, ils sont venus dans notre manifestation. Donc ils ont commencé à infiltrer, il y a eu des discours bizarres, on a été filmés, Alors quand on a senti qu'il y avait trop de policiers en civil, on a commencé à partir. Et j'ai participé aussi à une cérémonie de deuil, des familles des victimes. Les familles des victimes ont tellement peur, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils viennent demander des nouvelles du procès, on leur dit mais vous êtes des Russes, pourquoi vous ne partez pas en Russie? Partez, n'est-ce pas? C'est ça qui me fait dire que finalement, et puis en plus, quand on voit ce qui se passe dans le Donbass, c'est vrai qu'il y a une volonté de génocide. Il y a une volonté de se débarrasser de cette population, soit de l'ukrainiser, c'est soit l'ukrainisation, soit la mort. Et c'est pareil, ce que tu disais sur la langue, on a été emmené, partout où on va, c'est l'ukrainien, langue officielle, alors que les gens parlent russe. Et c'est très étrange, même à l'opéra en fait, l'opéra était traduit en ukrainien. Et là-dessus, par rapport à ces volontés d'ukrainiser ou de se débarrasser de la population, je vais finir là-dessus, ce sera mon dernier mot. Je voulais vous montrer ça en fait. Voilà, ça c'est les victimes, c'est très dur à les voir. Il y a des gens, une centaine de personnes, il y a des gens jeunes, des gens plus âgés, des étudiants, designers, ingénieurs, professeurs, enfin bref, c'est effrayant.
Alors ce livre-là, en fait, c'est une brochure qui date de 1988, de mes archives polonaises, du temps où j'étais dans le syndicalisme étudiant anti-régime. Moi, j'étais sur la partie gauche. Et en fait, c'est un magazine du Parti socialiste polonais, qui était la gauche polonaise opposée au régime. Et dedans, donc, il y avait donc déjà des analyses sur l'unicité du bloc de l'Est et sur le thème que nous devrions collaborer ensemble entre pays de l'Est avant de dialoguer avec l'Occident. Mais il y a aussi un article sur l'Ukraine qui m'a montré que finalement l'idéologie d'une Ukraine forte, riche, indépendante de la Russie, c'est déjà très ancien. Et déjà, en fait, c'est plutôt comment dire, c'est une... Bon, on voit bien que les personnes qui ont rédigé cet article, elles l'ont surtout pris à partir des sources ukrainiennes, nationalistes, établies à Munich. D'ailleurs, les sources sont citées. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces auteurs-là, déjà à l'époque, le disaient, et là, on parle de 88, soit les populations du sud et de l'est de l'Ukraine vont accepter l'ukrainisation, soit ils vont devoir partir. Donc la volonté de tuer ces populations, de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre, elle est là depuis un moment en fait, c'est pas aujourd'hui seulement. Et la guerre dans le Donbass, c'est ça en fait, et les gens le savent, le sentent. Puis d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, il y a eu de nouveau 4 personnes tuées, dont 2 enfants, assassinés par des missiles qui sont tombés sur leur maison. Voilà, donc... merci pour votre écoute, c'est un peu dur, j'étais un peu longue, mais... Merci beaucoup. Très peu de témoignages de gens qui ont des contacts avec l'Ukraine, avec Odessa, avec le Donbass. C'est absolument fondamental de pouvoir parler. C'est très dommage évidemment quand il y a si peu de gens qui viennent, mais c'est justement aussi la preuve qu'on a réussi à faire en sorte que finalement l'Ukraine, il n'y a rien qui s'y passe. Hein, tout va bien, tout est normal. Il y a la démocratie, enfin il y a tout, quoi. Donc il n'y a pas de raison d'en parler. Et je pense que c'est ça effectivement qu'il faut poser comme question, parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est évidemment le gouvernement de Kiev. Enfin, le gouvernement de Kiev, il peut faire tout ça parce qu'il y a derrière l'Union européenne et l'OTAN. Hein. Il est clair que donc, d'une certaine façon, nous avons nos responsabilités à prendre. Oui, le FMI, oui. Mais pas le FMI, justement. Ah oui, d'accord, oui. Donc nous avons aussi nos responsabilités à prendre, et je pense que c'est un peu notre devoir, puisque c'est en notre nom et avec notre argent, enfin l'argent de notre travail aussi, que nous finançons ce que vous venez de voir, indirectement ou même directement. Maintenant, je vais passer la parole à M. Pellev, qui va compléter les choses, en particulier, si je peux dire, entre guillemets, du point de vue russe, enfin, présenter comment on voit les choses de l'autre côté du miroir, si je peux dire. Moi, je voulais donc continuer un petit peu ce que Monica a bien entamé, c'est-à-dire la réflexion sur la nature de ce conflit qui se déroule en Ukraine, qu'on n'a pas vu venir, en tout cas la réaction très commune des gens, on n'a pas vu venir cette crise, on n'a pas vu venir cette guerre. Et justement, quand Monica, on est partenaire depuis un an, on n'a pas toujours les mêmes points de vue, même, je trouve que c'est normal et c'est bien. Et je trouve qu'on travaille dans ce dialogue, dans cette discussion ouverte avec elle, et c'est très bien confrontant nos points de vue. Sur quoi je suis d'accord totalement avec elle, c'est que ce conflit ne date pas de guerre, ni d'il y a un an. On entend souvent des remarques sur le caractère artificiel de ce conflit. Un conflit monté de toutes pièces, provoqué par une force extérieure, ça peut être la Russie, ça peut être les États-Unis et l'Union européenne. Et moi, je voulais m'arrêter un petit peu sur essayer d'inscrire ce conflit dans ce qu'on peut appeler un peu la longue durée. Parce que je trouve que si on cherche à influencer que les raisons immédiates de ce conflit, les forces qu'on voit agir, peut-être on a moins de chances de réussir
que si on essaie de comprendre quels sont les fondements de ce conflit. Donc, avant tout, il faut dire, et Bruno l'a déjà mentionné, c'est que toute cette crise, tout ce conflit, il arrive, en fait, c'est une conséquence d'une situation assez grave, sociale, économique, interne de l'Ukraine. Grosso modo, on peut le résumer, c'est la recherche d'un partenariat stratégique qui permettrait à l'Ukraine de restructurer son économie et surtout de régler le problème de son déficit budgétaire, un problème chronique et grave. Donc c'est en quelque sorte le choix du créditeur extérieur. Ça aurait pu être la Russie avec l'adhésion dans le futur à l'Union Eurasiatique, et ça peut être l'Union Européenne. Donc, il y a deux options, l'Union Européenne et le FMI à côté. Les conditions ne sont pas les mêmes, et ce qui a fait, entre autres, le gouvernement de Yanukovych d'hésiter pendant longtemps et de choisir finalement l'option russe et perdre le pouvoir à cause de ces hésitations, parce qu'il y a d'autres forces politiques en Ukraine qui ont fait leur choix pour une autre option. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'est un pays dirigé par plusieurs clans oligarchiques. Cette guerre, c'est entre autres la guerre de ces clans. On le voit très bien, les nouveaux gouverneurs, quand ils sont nommés, on peut un clan ou un autre. Il y a certains clans qui perdent du pouvoir, il y a d'autres clans qui montent, qui reprennent les entreprises des premiers, etc. Donc, c'est entre autres une guerre des clans pour les oligarchies. C'est aussi une énorme guerre, une énorme entreprise d'information, la guerre d'information et de désinformation. Il y a plusieurs médias ukrainiens qui y participent, quasiment tous, pareil, dans leur majorité contrôlés par les groupes oligarchiques. Et entre autres, les médias, on l'a déjà vu dans plein d'autres conflits. Au Rwanda, c'est pas comparable, heureusement, mais le rôle des médias qui jettent constamment de l'huile sur le feu est quand même à souligner. C'est aussi un conflit d'une partie de la société civile qui s'est réunie contre le pouvoir du régime de Yanukovych, qui était effectivement corrompu, inefficace sur plusieurs choses, qui avait des tendances autoritaires. Là, après, il y a une question dans quelle mesure les gens du Maïdan étaient représentatifs de la population ukrainienne. Évidemment, ils étaient très très minoritaires sur place, mais quand même, une question d'adhésion de la population ukrainienne à ce qui se passait est à poser. Et entre autres, il faut comprendre comment s'est passé ce contact de la population avec la campagne massive des médias qui les remontaient, grosso modo, les uns contre les autres. Les médias ukrainiens ont joué un rôle énorme. Les médias russes ont joué leur rôle aussi, il faut le dire, il y avait de la propagande de tous les côtés. Et entre autres, on a vu ce qu'on peut appeler les masses, la population, prendre part beaucoup plus importante dans les guerres d'information, surtout à travers les réseaux sociaux. C'est quasiment la première grande crise, la première guerre Facebook dans l'espace post-soviétique, où les gens s'organisent, où les gens transmettent leurs idées, et entre autres, c'est un milieu où les idées les plus violentes sont beaucoup plus tolérées que dans l'espace public, que c'était le cas avant. Et ça permet aussi de s'organiser, surtout de transmettre des informations non vérifiées, non vérifiables, de créer de nouvelles mythologies, de les transmettre, de mobiliser les gens autour, et le rôle des petits créateurs de cette nouvelle mythologie est évidemment à étudier et à comprendre. Donc évidemment, quand on parle des petits créateurs de cette guerre, il faut aussi regarder quand on parle de la représentativité des acteurs des changements, du conflit, de la crise, de la guerre, il faut aussi regarder le conflit entre le parti de guerre et les forces qui
acceptait pas la violence comme moyen de régler les problèmes politiques, sociaux, culturels, etc., etc. Et ce qu'on observe, c'est que ces minorités bien organisées, armées, préparées au combat, finalement, ils l'ont emporté lors de cette crise. C'est ce qu'on a vu lors du Maïdan. Pendant très longtemps, il y avait deux parties du Maïdan. Une qui était pour les pressions dures sur le gouvernement, mais sans violence. Et on a vu des personnages absolument pittoresques. Il y avait Klitschko qui essayait d'arrêter, d'écarter les gens qui battaient, les policiers qui leur répondaient, essayaient de s'interposer, et qui prenait un coup c'était un extincteur, je crois qu'ils ont utilisé contre lui, à quelqu'un des manifestants. Il sortait tout blanc en poudre, c'était une image absolument impressionnante. Mais à ce moment-là, c'est quelqu'un qui essaye de séparer deux forces qui se battent. Et il n'était pas le seul, évidemment, et malheureusement, la minorité bien organisée, armée, prête à en découdre, a emporté. Et a réussi à imposer la violence comme moyen de résolution des problèmes au reste des participants des événements. Et il y a eu des groupes comme ça, des deux côtés. On a vu la même chose. Ces petits groupes minoritaires, par exemple du côté des fédéralistes, par exemple, si on prend le groupe armé de Strelkov, c'était un groupe qui a réussi à changer le cours des choses et à imposer leur droit de résister de façon armée et de mobiliser plein de gens derrière eux pour ce combat. Donc d'où, quand on entend l'argument, les personnes armées, les personnes les adeptes des solutions violentes sont minoritaires, ils ont très peu de représentation au niveau des parlements. La pratique nous montre qu'en fait ces groupes armés sont beaucoup plus influents que l'on pense. Ce n'est pas au Parlement que ça va se dérouler, leur action, mais ils sont bien moins à prendre en considération et à ne pas sous-estimer. Donc évidemment, c'est un conflit de longue date, on va dire culturel. En Ukraine, il y a plusieurs courants civilisationnels. On voit assez bien l'Ukraine de l'Est et du Sud qui a fonctionné pendant très longtemps comme, ce sont des régions qui ont fonctionné comme un melting pot pendant très longtemps. Ce sont des régions qui ont été colonisées, peuplées dans une grande mesure assez tardivement, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour certaines parties de ces régions. Donc avec des gens qui venaient de plein d'autres régions, avec l'industrialisation très importante qui nécessitait le mélange de populations, avec la langue russe comme langue d'interaction permanente, et une autre partie de l'Ukraine, donc avec la population plus homogène, avec des racines pour Galicie qui sont beaucoup plus européenne, beaucoup plus occidentale, avec l'influence et de l'Église catholique, et avec une histoire sur plusieurs points assez différents. Donc c'est aussi un conflit culturel entre les deux parties du pays qui coexistent même tout maintenant, mais il y a un conflit entre elles et ce conflit ne date pas d'hier. Donc il y a le conflit géopolitique, évidemment. L'Union européenne et les États-Unis et la Russie de l'autre côté participent dans ce conflit. Il y a plein l'Ukraine est le terrain de combat pour ces puissances. On se bat pour le droit d'être créditeur de l'Ukraine, pour avoir l'accès à ses richesses, à la privatisation des restes de son économie d'État. C'est un marché d'armes, évidemment. Et on a vu déjà, ça a été déjà mentionné dans notre conversation, évidemment les terres agricoles de l'Ukraine intéressent beaucoup, y compris des grands producteurs agricoles, tout ce qui est OGM, Monsanto, etc. Ça figure très régulièrement dans les comptes rendus de ce qui se passe après l'Ukraine.
il faut dire que c'est aussi un conflit qui rejoue, en fait c'est un des épisodes d'un conflit plus long du conflit autour de la dissolution de l'URSS. Donc en fait, on a déjà mentionné le fait des frontières administratives qui deviennent des frontières d'État avec la dissolution de l'URSS. On a vu que dans la guerre en Ukraine, il y a des forces militaires qui sont rangées d'un côté ou de l'autre. Par exemple, on a vu les Géorgiens du côté de l'armée ukrainienne, les Géorgiens qui donc, rejouent la guerre du 2008, qui elle-même est une conséquence de la dissolution de l'Union soviétique et du fait que dans les républiques soviétiques, il y avait des autonomies qui ont essayé, elles aussi, de se séparer. Et donc la guerre de 2008, c'était un des derniers actes de cette séparation des petites républiques autonomes de la Géorgie qui s'est séparée dans les années 90 de l'Union soviétique, qui est sortie de l'Union soviétique. On a vu les Tchétchènes d'un côté et de l'autre, les Tchétchènes qui rejouent, qui continuent les guerres de 1995-1999 contre la Russie, d'autres Tchétchènes qui sont maintenant du côté des fédéralistes ou séparatistes, comme on veut, de l'Est ukrainien, et qui, eux, renouent avec des traditions encore plus anciennes que probablement des militaires tchétchènes au service de la Russie impériale. Il y a aussi cette tradition-là qu'il ne faut pas oublier. Et donc, le principe, c'est, moi je pourrais les comparer avec, donc c'est un conflit de longue durée, et c'est un conflit qui ressemble à une poupée russe. Genre, il y a une république qui se sépare du centre de l'Union soviétique, il y a une autonomie, une république autonome qui essaie de se séparer de la république. Au sein de cette république autonome, il y a un village avec encore une autre ethnie, et dans ce village, il y a une rue peuplée encore peut-être par les... on ne sait pas encore par qui. L'Union soviétique, c'était un lieu de mélange de populations, donc tout est possible, et la grande question qu'il faut se poser, où est-ce que peut s'arrêter, où est-ce qu'il doit s'arrêter cette parade de souveraineté, d'autodétermination, et à quelles conditions il doit s'arrêter, et comment protéger les droits de toutes ces petites poupées à l'intérieur d'une plus grande, tout en sachant que chaque petite poupée, elle peut être violente par rapport à celle encore plus petite on a vu ça en Crimée, on a vu ça en Ukraine, on a vu ça en Russie, et c'est un problème qui doit être réglé dans cette intégralité. Ensuite, le conflit des mémoires historiques. Évidemment, pour ce conflit, on voit bien comment il a mobilisé des versions différentes des mémoires historiques des Ukrainiens, de l'Ouest, de l'Est, des Russes, des Criméens, des Tatars criméens, des russophones criméens, etc. Donc on a vu surtout deux grandes versions en Ukraine qui s'opposent. On va dire la mémoire historique du type soviétique, internationaliste, qui donc glorifie, surtout fait un grand accent sur la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, dans la Grande Guerre patriotique, et une version alternative promulguée et promue plus par les gens de l'Ukraine occidentale, par les milieux nationalistes, et qui vont vraiment très loin pour s'opposer à la mémoire historique, on va dire, du type soviétique. C'est-à-dire, vous pouvez très bien voir, c'est ce qu'on voit, non seulement les actions glorifiant Stepan Bandera, toute cette mouvance nationaliste ukrainienne à tendance fascisante, on va dire, et collaborationniste par rapport au Troisième Reich. On peut en Ukraine voir, et ça on l'a vu, ça existait avant cette crise, avant cette guerre, la glorification de la division des 16 Galichina. Il y a des monuments, il y a des cérémonies commémoratives. Bien avant cette crise, il y avait des députés parlementaires qui assistaient à ces cérémonies. Et quand vous regardez ces cérémonies, par exemple, ça se passe dans une église, donc vous avez un prêtre, il y a des cercueils des combattants de la division Galichina qui sont réenterrés. Et par exemple, les assistants, ceux qui portent les cercueils,
il porte l'uniforme de la division SS de nos jours. Il y a un député, il y a des députés locaux, il y a le maire. Donc on est dans un autre contexte qu'on n'a pas remarqué peut-être avant, qu'on n'a pas fait attention à cela, et c'est pas quelque chose d'absolument exceptionnel, vu l'attention portée à ces commémorations par les députés, par les politiques. C'est une minorité qui pousse cette version de mémoire historique, mais c'est une version qui est extrêmement dangereuse, et le fait que l'Europe ferme les yeux sur cette version, évidemment, est une chose assez scandaleuse. Donc, sur plusieurs points de l'histoire commune, ou de l'histoire commune de l'Ukraine et de la Russie, d'abord au sein de l'Empire russe, ensuite au sein de l'Union soviétique, il y a des versions différentes. Donc, par exemple, un des points qui suscite beaucoup de polémiques et qui remonte les deux parties dans ce conflit l'une contre l'autre, c'est la famine de 1932-33. Donc la suite de la collectivisation forcée entreprise par le gouvernement soviétique. Donc la grande question, est-ce que cette famine était dirigée contre les Ukrainiens en tant qu'ethnie, on va dire, en tant que peuple? Est-ce qu'elle s'apparente au génocide? C'était le point de vue de la partie pro-occidentale, on peut dire nationaliste, des politiques ukrainiens, et le Parlement ukrainien en 2006 a appelé cette famine de génocide. Il y a évidemment une autre version qui est défendue par plusieurs historiens russes, certains historiens ukrainiens aussi, qui dit que la famine de 1932-33 a touché non seulement l'Ukraine, mais plusieurs régions de la Russie soviétique, et les morts de cette famine c'était pas une volonté génocidaire, c'était on pourrait dire, c'était une volonté de limiter, de contrôler, peut-être même exterminer en partie une classe plutôt, mais pas un peuple. Et donc que la situation est beaucoup plus complexe que juste l'action absolument inhumaine organisée de l'Ukraine. Il y a aussi la question de la responsabilité du pouvoir ukrainien soviétique dans ce qui s'est passé. Donc, pour mieux comprendre cette crise, cette guerre, il faut peut-être regarder sur l'histoire de la région pour comprendre sur quel champ de mine, en fait, et la Russie, et les forces politiques ukrainiennes, et l'Union européenne et les États-Unis ont marché, à peu près il y a un an. Tout ce qui attendait toutes ces mines. Donc c'est une région qui représente, du point de vue ethnique, une grande partie de cette région représente une sorte de mosaïque. L'unité nationale est fragile, elle est en construction, il n'y a pas de... il y a plusieurs points de vue sur ce que c'est, cette unité nationale, sur quelle base elle doit être construite. L'Ukraine est un pays qui a dans son passé plein de pages de guerre, de différents conflits, où c'est vraiment une région partagée et repartagée par plusieurs puissances, entre autres la Pologne, la Russie, la Turquie. Donc il y a aussi une tradition d'appeler aux puissances voisines de chaque côté, d'utiliser les puissances voisines. Il y a aussi l'Allemagne, d'ailleurs, au moins par 2 reprises, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui participe, sur laquelle essaye de s'appuyer certaines forces politiques ukrainiennes. Il y a même la France, pendant la guerre civile, qui est là et qui joue son rôle à fond dans les conflits internes. Et c'est aussi un mauvais point, on va dire, du point de vue mémoriel, du point de vue d'expérience. Les guerres jouent un rôle extrêmement important dans l'histoire de cette région. Et c'est aussi une expérience et un héritage culturel. C'est une région militarisée qui a gardé plein de dépôts d'armements de l'époque soviétique. Donc on voit pas mal de ces armements surgir
et être utilisé aujourd'hui, mais surtout au niveau de la culture, au niveau de la mentalité, et c'est absolument c'est vrai pour l'Ukraine, c'est aussi vrai et pour la Russie, pour plusieurs autres républiques de l'ex-Union soviétique, il y a quand même cette figure presque mythologique, légendaire, qui revient régulièrement, qui revient dans la littérature, dans les films, un homme armé. À chaque époque de l'histoire de l'Ukraine ou de l'histoire de la Russie, il y a des hommes armés qui reviennent dans les manuels scolaires, dans la littérature, dans le cinéma, et c'est d'autant plus facile que les hommes prennent les armes aujourd'hui parce qu'ils ont vu ça. Si vous regardez l'histoire de l'Ukraine, il y a des situations qui se répètent, on a envie de dire, bon, pas à l'identique, mais genre 1905, la révolte des ouvriers de Gorovka, de cette région-là, ce qui se passe, les ouvriers ils se réunissent, ils s'arment, ils assiègent une caserne de l'armée du tsar, ils la prennent d'assaut, ils tirent dessus, ils attrapent les armes. Vous regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé dans l'Est ukrainien pendant toute cette année-là, et pas seulement dans l'Est. Vous voyez quand même des ressemblances où on peut se poser la question si ces modèles ne restent quelque part pas trop loin et on les reprend. Il y a aussi une idée de la difficulté de cohabitation de plusieurs composantes de la population. Il y a aussi une expérience d'extermination pure et simple des ennemis, mais aussi des autres, entre guillemets. C'est ce qu'on a vu pendant la guerre civile avec les pogroms anti-juifs, c'est ce qu'on a vu pendant lors de la Shoah avec l'arrivée des Allemands, c'est ce qu'on a vu dans toutes sortes d'actions de répression, de contre-répression pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, et ça aussi c'est un point assez lourd dans la mémoire collective du pays. Le dernier point pour remontrer comment les faiblesses de cette partie de l'espace post-soviétique, la société civile et son état faible, où les idées pacifistes, les idées de dialogue sont présentes, mais ne sont pas dominantes. Où, par exemple, vous pouvez très bien voir des choses qui sont difficilement imaginables pour nous. Une ONG qui s'occupe de l'aide humanitaire, quand vous regardez bien ce qu'ils font, c'est de l'aide humanitaire à l'armée, pour l'armée. Donc, ce n'est pas les mêmes concepts auxquels nous sommes habitués. Par exemple, c'est vrai que les situations ne sont pas les mêmes. Dans la société civile, vous pouvez peut-être, par exemple, avoir un personnage qui dans un interview télévisé, dit un des problèmes de la région où il y a la guerre, c'est qu'il y a une catégorie de gens qu'il faut tuer. La solution, c'est de les tuer. C'est quelqu'un qui le dit ouvertement à la télé, on ne le reprend pas, on passe à autre chose, puis c'est quelqu'un qui est invité en France, on le voit ici. Comment dire, c'est peut-être quelqu'un de bien qui parlait, je ne sais pas, des criminels, des terroristes, mais des messages comme ça, on a du mal. Un des problèmes, c'est ce décalage aussi entre la société civile d'ici et la société civile de là-bas. Heureusement, il y a d'autres exemples, d'autres structures qui sont... Fabius a dit de Bachar al-Assad qu'il ne méritait pas d'être sur Terre. Hein. C'était permis de tuer, caractérisé quand même. Juste pour une parenthèse, excusez-moi. Oui, et heureusement, il y a d'autres forces qui cherchent à installer le dialogue. Parfois, on trouve ces agents de dialogue dans les endroits où difficilement imaginables. Moi, je pense par exemple à cette initiative qui a été lancée par les belligérants de deux côtés, et pas par les plus, comment dire, par les durs quand même, qui ont fait une télémost
un pont télévisé, Ah, donc qui a organisé, je ne sais plus si c'était sur une chaîne ou si c'était juste filmé et puis après retransmis. Donc il y avait des combattants d'un côté, des combattants de l'autre, qui sont parlés en direct, qui ont trouvé quelques points d'accord, il n'y a pas eu de gros conflits, on va dire. Ils étaient plutôt anti-oligarques, les deux. Ils étaient de côté, anti-oligarques, les deux. Il y a eu aussi d'autres points qui étaient moins rassurants, ils cherchaient aussi des ennemis en commun pour mieux s'organiser, pour mieux pour créer une sorte d'union, mais ça a montré que c'est possible, même à ce niveau-là. Donc évidemment, il y a des initiatives, des gens qui traversent les lignes de démarcation, qui amènent de l'aide militaire. Nous, on travaille avec le collectif citoyen pour la paix en Ukraine, donc on envoie régulièrement de l'aide militaire, et on s'appuie sur le réseau d'ONG, d'associations sur place, et qui très souvent sont des gens qui sont acceptés d'un côté et de l'autre du front. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui peuvent faire ces allers-retours et attirer l'attention des uns et des autres sur le sort des civils, sur le fait qu'il y ait une catastrophe humanitaire. J'ai parlé peut-être trop longtemps, je voulais toucher encore de la position, le rôle de la Russie dans ce conflit. Très brièvement, la crise ukrainienne arrive au moment où le pouvoir russe effectue une sorte de virement, on peut l'appeler autoritaire. C'est la réaction aux élections de 2011-2012, aux contestations des résultats de ces élections, aux critiques de l'opposition, aux tentatives de l'opposition d'imposer ces problématiques, d'imposer ces questions des fraudes électorales, vues sincèrement ou pas, peut-être même sincèrement, par le Kremlin comme une énième tentative de révolution colorée. Entre autres, sur ce fond, plusieurs actions visant à réduire l'opposition, à la faire battre en retraite, et sur ce fond-là arrive la crise ukrainienne qui fait crisper encore plus le Kremlin. Donc l'engagement du Kremlin, on a l'impression qu'il y a eu apparemment, il y a plusieurs choses qui ne sont pas claires pour il manque d'informations pour complètement comprendre ce qui se passe. On a vu qu'il y a deux types d'actions de la part du Kremlin, Crimée, intervention militaire, mais qui s'appuie quand même sur des structures locales, sur le référendum, sur la position assez claire du pouvoir local, des élites politiques locales. La solution qui va à l'encontre du droit international, mais il faut il faut prendre en considération le fait que le droit international et le droit tout court dans l'espace post-soviétique est beaucoup plus souvent questionné et mis en doute par la société, par les forces politiques que ici. Donc quand l'Union européenne réclame le respect du droit international, ça n'a pas le même écho, ça n'a pas la même réputation de l'autre côté du mur, on va dire, qu'on est en train de rebâtir, oui. On est en train de rebâtir. C'est pas pour justifier ce qui se passe, mais plus pour expliquer, pour essayer de nous rapprocher au vrai dialogue avec l'autre côté. Et je pense que cette idée de dialogue avec la Russie, avec le Kremlin, c'est malheureusement c'est une solution difficile, difficile pour l'Union européenne, très difficile pour les États-Unis. Le pouvoir russe n'est pas le plus simple, le plus facile à aborder. Il y a quand même cette volonté ou cette nécessité de répondre d'une façon asymétrique du côté russe. Ce qui fait que pour les diplomates européens, effectivement,
Crimée, par exemple, est une chose inattendue. Or, il y a eu déjà des précédents historiques avant, et je pense que sur certains points, le Kremlin peut avoir une politique peu acceptable par l'Union européenne, mais assez souvent, elle est prévisible. Il faut juste être réaliste et construire le dialogue sur ces bases-là, et éviter les situations où les pas sont déjà faits, et il est très difficile de faire marche arrière. Prévenir au lieu de guérir, ce sont des idées tout à fait banales, mais malheureusement, la diplomatie européenne, ni la diplomatie russe d'ailleurs, les deux n'ont pas été capables de prévenir la crise, et ils sont retrouvés plein dedans, avec cette crise ukrainienne. Donc effectivement, il y a plusieurs versions quand on essaie de comprendre ce que la Russie veut, quelle force politique, qu'est-ce qu'elle veut. Il y a plusieurs options, plusieurs projections dans le futur possible. Il y a cette idée du monde russe qui entoure la Russie, qui est à reconstruire. Il y a plusieurs hommes politiques qui le voient de façon différente. Il y a aussi une autre option